Est-ce que les psychologues ont assisté aux séances de torture? Malheureusement, la plupart des documents sont encore classifiés. Dans un cas, pourtant, nous avons la confirmation qu'un psychologue était présent en donnant des conseils. Et il y a aussi des médecins impliqués. Dans un cas que nous avons étudié, le prisonnier avait l'épaule démise, après avoir subi le supplice de la suspension, et un médecin lui a remis l'épaule en place pour que la torture puisse continuer. En novembre 2002, le général Geoffrey Miller est nommé à la tête du camp de détention de Guantanamo surnommé Gitmo. C'est lui qui introduira les techniques d'interrogatoire dur, destinées aux prisonniers de grande valeur, comme on les appelle dans le jargon. Mohamed El-Khatani est le premier sur la liste. Pendant 51 jours, les tourments qu'il subit sont consignés dans un rapport d'activité dont des extraits ont fini par fuiter. 20 décembre, le détenu est mis à nu. Il dit qu'il n'aime pas que les femmes regardent son corps nu. L'interrogateur lui demande de faire le beau, de marcher et d'aboyer comme un chien. La présence d'un psychologue et d'un médecin est notée à plusieurs reprises. 27 novembre, le surveillant place le détenu dans un fauteuil tournant pour le maintenir éveillé selon la suggestion du major L. Le major Lezo était le chef des psychologues à Guantanamo. La vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Sénateur Reid. Merci, Monsieur le Président. Général Miller, on rapporte qu'à Guantanamo, vous avez établi une liste comprenant 72 techniques de stress et de contraintes. Elles incluent des variations de température extrême, la privation de nourriture, cagouler le détenu pendant des jours entiers, l'isolement du détenu nu dans le froid et des cellules sans lumière. Est-ce exact? Monsieur, c'est totalement faux. Ça ne s'est jamais produit? C'est totalement faux. Ok. Pouvez-vous aussi nous confirmer que chacun, indépendamment de son statut à Guantanamo ou ailleurs, à votre connaissance, a droit à être traité humainement? Oui, sénateur. Chaque combattant ennemi détenu à Guantanamo est traité de façon humaine. Le calvaire subi par les prisonniers de Gitmo déclenche une vive polémique. D'un côté, les services d'intelligence militaire ou la CIA, obsédés par le renseignement, et de l'autre, les services judiciaires comme le FBI, la police fédérale, qui travaillent dans l'optique d'un éventuel procès. Ces agents s'opposent à la torture d'un point de vue moral, mais aussi parce qu'ils savent que tout soupçon de torture entraînera l'annulation des procédures. Mon nom est Amrit Singh. Je suis avocate à l'ACLU, l'Union américaine pour les libertés civiles, et je conseille la partie plaignante dans le procès qui oppose l'ACLU au département de la Défense. Nous avons déposé plainte contre la rétention injustifiée d'informations et notre action a contraint le gouvernement à rendre public plus de 100 000 pages de documents concernant le traitement des prisonniers retenus à l'étranger par les États-Unis, et j'ai personnellement passé en revue tous ces documents. Par exemple, dans un document du gouvernement, un agent du FBI décrit ceci. À plusieurs reprises, je suis entré dans les salles d'interrogatoire et j'ai trouvé des prisonniers pieds et poings liés, couchés en position fétale sur le sol, sans eau ni nourriture. La plupart du temps, ils avaient uriné et déféqué sur eux-mêmes, ayant été laissés là de 18 à 24 heures ou plus. Une autre fois, l'air conditionné avait été éteint, ce qui faisait probablement monter la température de la pièce à plus de 38 degrés. Le détenu était presque inconscient sur le sol, avec un tas de cheveux juste à côté de lui. Il s'était apparemment lui-même arraché les cheveux pendant la nuit. Les agents du FBI observaient ça et étaient vraiment choqués. Certains ont essayé de rapporter ces faits du mieux qu'ils ont pu. Je pense que si cela s'était passé n'importe où ailleurs, il y aurait eu des arrestations, car c'est une violation évidente de la loi fédérale. Le général Miller, qui, à ce que j'ai cru comprendre, n'était pas un agent de renseignement, était responsable de cet endroit. Et je ne sais pas de qui il recevait ses conseils, mais ce n'était pas de bons conseils. Il y a eu beaucoup de débats et de conflits entre le FBI, qui observait tout ça, et les militaires. Et la position militaire était, et je cite, « Soit tu diriges, soit tu nous suis, ou tu dégages. » Apparemment, le FBI a été écarté à Guantanamo. Vous le confirmez?
Oui. Finalement, le FBI a été écarté. Le 20 mars 2003, les États-Unis envahissent l'Irak au motif que le régime de Saddam Hussein abrite des armes de destruction massive. Un mensonge d'État qui coûtera la vie à des centaines de milliers d'innocents. L'objectif officiel est de traquer Saddam Hussein et ses plus proches collaborateurs. Mais très vite, l'occupation déclenche une insurrection qui tourne à la guerre civile. In a free Iraq, there will be no more wars of aggression against your neighbors. No more poison factories. No more executions of dissidents. No more torture chambers and rape rooms. En Irak, les opérations militaires sont dirigées par le général Ricardo Sanchez, dont dépend notamment la 205e brigade du colonel Thomas Pappas. Celle-ci regroupe les MI, les officiers de l'intelligence militaire, chargés de la récolte du renseignement et donc des interrogatoires. Comment décririez-vous l'ambiance qui régnait dans la communauté du renseignement lorsque vous êtes arrivé en Irak? Très agressif. Nous voulions obtenir des réponses. Certains voulaient carrément se venger. On nous avait dit que Saddam était impliqué dans les attentats du 11 septembre et que les Irakiens étaient des ennemis. On ressentait donc de la colère et un esprit de vengeance au sein de l'armée et de la communauté du renseignement. Le renseignement représentait une obsession? Oui, tout à fait. C'est grâce au renseignement qu'on perd ou qu'on gagne une guerre. Et en Irak, c'était plus important que jamais. Le problème, c'est que tout le monde peut être un ennemi. Il n'y a pas de ligne de front ni d'uniforme. Ce n'est pas facile pour les soldats de sortir tous les jours et de voir des citoyens normaux, des Irakiens, des personnes âgées, des jeunes, des enfants, des hommes et des femmes qui rient, qui jouent, qui vous saluent, vous serrent la main et peuvent à tout moment vous tirer dessus. Nous avions beaucoup de pression pour obtenir à tout prix le renseignement dont nous avions besoin pour mener à bien nos opérations. Et cela aurait été mal vu, très négligent de ma part, si je n'avais pas tout mis en œuvre pour obtenir ces renseignements, afin de pouvoir accomplir notre mission. Du général Sanchez dépend aussi la 800e brigade militaire dirigée par le général Janis Karpinski, chargé de l'intendance et de la sécurité des 17 prisons irakiennes dont Abu Ghraib. C'est elle qui commande les MP, la police militaire, c'est-à-dire les gardiens de prison. Tout d'abord, il y a eu ce raid ou cette opération majeure à Mossoul. Et ils ont commencé à emmener à Abu Ghraib des prisonniers qui portaient des badges sur lesquels était écrit « détenus de sécurité ». C'est un terme que nous n'avions jamais utilisé dans nos opérations militaires ou de détention. Du jour au lendemain, ils emmenaient 30, puis 50 prisonniers par jour. Plus le nombre de détenus augmentait, plus les interrogateurs de l'intelligence militaire faisaient des heures supplémentaires, mais ils n'obtenaient aucun renseignement d'importance de ces détenus de sécurité. Tout homme de 14 à 70 ans pouvait être raflé et emmené dans un centre d'interrogatoire. Mon équipe les interrogeait, et même si j'estimais qu'ils étaient innocents, ils n'étaient pas relâchés parfois pendant des jours ou des semaines dans l'attente d'un nouvel interrogatoire. La plupart étaient totalement innocents. Ils avaient seulement été au mauvais endroit et au mauvais moment. Et ils ne relâchaient personne? Non, personne. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur de libérer le prochain Oussama Ben Laden ou de libérer quelqu'un qui détenait de l'information qu'ils n'avaient pu obtenir. Ils perdaient confiance en leur propre capacité d'obtenir des renseignements pertinents. À l'été 2003, nous avons demandé une directive et un entraînement supplémentaire parce que nous savions que nous avions des difficultés en Irak concernant les opérations de détention et les interrogatoires.
Finalement, on nous a dit que la seule expertise qui existait, c'était celle de Guantanamo, où avaient été développées des procédures d'interrogatoire. C'est comme ça que le général Miller est venu en Irak. Oui, il faisait partie de ma demande d'aide.